C'est le go, mesdames et messieurs. Nous commençons donc cette Info 7, la rétrospective des informations de cette semaine. Aujourd'hui, je reçois un jeune cadre et un haut cadre du centre. C'est ce nouveau plateforme qui fait parler de lui, en tout cas à Kinshasa et à travers le monde. Je reçois le secrétaire général adjoint du parti Liberté et donc son porte-parole, donc la bouche autorisée de ce parti. Je reçois Tony Eloho. Très heureuse de vous recevoir, Tony. Merci. Vous êtes du centre, aujourd'hui on ne parle que du centre. Je reprends cette formule du maréchal Mobutu qui nous disait à l'époque le Zaïre n'est ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Et aujourd'hui, vous êtes du centre. Vous vous situez idéologiquement où? Parce que même dans la majorité aujourd'hui et même dans l'opposition, il y a des libéraux des deux côtés. Aujourd'hui, la majorité et l'opposition, ce n'est pas par rapport à l'idéologie, on le sait, mais le centre, vous vous positionnez par rapport à quoi, à qui? Il faut d'abord rappeler que, comme vous l'avez dit en citant le président Mobutu était dans une démarche historique et il faudrait le dire qu'au moment où le président Mobutu était en train de placer ces propos-là, il était dans le cadre d'une révolution à la fois idéologique mais même identitaire. Il était important pour lui de pouvoir s'affirmer par rapport au modèle occidental de démocratie. Et lui-même est allé un petit peu plus loin parce qu'il a refusé toute opposition, il a parlé de juxtaposition. Parce que pour lui, ça définissait l'image qu'il voulait pouvoir donner pour la République, pour le Zaïre à l'époque qu'il défendait en termes d'identité. Aujourd'hui, nous, le centre, nous ne sommes pas dans un complexe, nous ne sommes plus dans ce complexe où nous devons nous comparer à l'Occident. Nous sommes dans une démarche qui aujourd'hui situe la nécessité d'un centre. Nous l'avons illustré par déjà la démarche de mon parti, le Parti Liberté qui a été le lance de ce projet. Aujourd'hui, nous avons une plateforme qui est en train de construire un projet, qui est en train de construire une idéologie. Aujourd'hui, nous pourrions dire que le centrisme est une idéologie, est une plateforme qui se veut idéologique au-delà de la conjoncture politique. Vous comparez, quand on est au centre, donc on l'est par rapport à quelque chose. Le centre de la Terre, c'est par rapport à quelque chose. Vous êtes au centre par rapport à quoi? Parce que je sais que nous avons tout un dossier par rapport à ça. Je crois que je vais vous poser plus de questions quand nous allons parler du centre. J'aimerais vraiment avoir plus de détails par rapport à ça. Mais nous prenons le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est le discours du président de la République. Ce samedi aux Nations Unies, notre rédaction a suivi en tout cas mot à mot le discours du chef de l'État et nous avons pris les extraits en tout cas très très importants de ces discours et la réaction du président de la République par rapport aux élections, parce que tout le monde attend les élections, en tout cas en République démocratique du Congo, qu'on le veuille ou pas. La République démocratique du Congo pèse géostratégiquement en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Donc plus de détails dans ce premier condensé, mesdames et messieurs. Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée, sur le thème abordé au cours de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Occasion pour le chef de l'État congolais de rappeler aux participants que la RDC est victime depuis une année d'un groupe terroriste dans le Kasaï, où une milice mystico-tribale s'est attaquée aux édifices de l'État et a sémé la terreur et la désolation au sein de la population de cette partie de la République. Joseph Kabila a déploré également la barbarie dont étaient victimes les experts des Nations Unies en mars dernier. Il s'est félicité des progrès réalisés par la justice dans le cadre des violences sexuelles. Joseph Kabila a par ailleurs salué la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies dans l'élaboration du plan de développement et la prise en compte des dimensions environnementales, sociales, politiques, économiques du développement durable en RD Congo. Dans le secteur éducatif, le numéro 1 des Congolais a mis l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'apprentissage et de la gouvernance. Il s'est félicité, en outre, de l'accès à l'école pour la jeune fille. Dans le cadre de la restauration de la paix, Joseph Kabila a reconnu avoir recouru au dialogue successif dans la recherche d'un consensus global sur le processus électoral. Le souci ultime étant l'organisation des élections crédibles et apaisées. Le président congolais s'est félicité en outre du fait que plus de 42 millions d'électeurs sur 45 projetés ont été enrôlés
Pour lui, le cap est désormais fixé vers des élections. Il a invité les vrais amis de la RD Congo de soutenir sincèrement le processus en cours au pays. Et pour terminer, Joseph Kabila a demandé à toutes les nations à s'investir pleinement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable ainsi que des réformes attendues de l'ONU. Il y a lieu de se féliciter, Monsieur le Président, du fait que plus de 42 millions d'électeurs sur 45 millions projetés ont d'ores et déjà été enrôlés. Aussi, la série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. Le défi en vue de l'organisation des élections dans mon pays demeure énorme, tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Nous y faisons donc face avec humilité, mais aussi avec une indéniable ténacité. Tony Eloo, est-ce que vous avez suivi d'abord la toute première question, le discours du président, parce que c'était vraiment attendu, parce que pour une certaine opinion, c'est sa toute dernière prestation aux Nations Unies. Est-ce que vous avez suivi ce discours? Oui, avec grand intérêt d'ailleurs, parce que c'était important, au travers de cette tribune, le président de la République donnait la vision à la fois de la participation de la RDC dans le grand concert des Nations Unies, mais aussi les perspectives, il traçait ainsi les perspectives d'avenir de sa gestion comme président et les défis de notre pays, à la fois comme contribution aux Nations Unies, mais comme réalité interne. Et cela nous a permis de situer quelle était la pensée du chef de l'État. Vous avez suivi la pensée du chef de l'État. Nous mettons un peu l'accent sur les élections parce que c'est ça vraiment, hein, ce qui a été attendu. Le chef de l'État a dit qu'il y a déjà plus de 42 millions d'enrôlés. Le cap est donc fixé vers les élections, mais il y a beaucoup de défis. Hein, il y a beaucoup de défis à relever, les défis logistiques, financiers, sécuritaires et normatifs. Pour vous, donc, est-ce qu'on peut, dans ce laps de temps, Tony Eloo, relever tous ces défis jusqu'en décembre 2017 ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait être réaliste et je pense que le président l'a dit tout à l'heure, même en le voyant, il a parlé d'humilité. Et avec humilité, réalisme, il est nécessaire de dire les choses telles qu'elles sont. Il est difficile dans le contexte politique actuel, dans la réalité sociopolitique actuelle, dans la réalité logistique et financière de la RDC, de pouvoir entrevoir des élections qui se tiendraient avant le 31 décembre 2017. Il faudrait avoir l'honnêteté de le dire, et peut-être que le président n'est pas allé jusqu'à là, mais lorsqu'il a parlé de ces réalités, je pense qu'il faudrait le dire très clairement que les réalités actuelles nous imposent d'être réalistes et de voir l'impossibilité d'organiser les élections avant le 31 décembre 2017. Impossibilité d'organiser les élections en décembre 2017. Quelle est la position du centre s'il n'y a pas élection en 2017? Qu'est-ce qui va se passer? Une politique fiction, Tony Eloo. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes en train d'aller plus loin. Puisqu'il y en a qui parlent déjà d'une transition sans Kabila. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Chacun a son schéma. Nous, notre schéma, il est très clair. Le schéma du centre, c'est celui de pouvoir avertir les uns et les autres sur la possibilité ou la réalité de l'impossibilité de l'organisation de ces élections. Donc, il serait nécessaire pour nous de pouvoir avancer sur cela et organiser rapidement une table ronde qui serait inclusive, qui permettrait aux différents acteurs politiques de se mettre autour d'une table. Notre schéma l'a décrit. Ce fameux troisième dialogue. Donc nous sommes en train de parler d'une table ronde inclusive. Ce sont les termes. C'est ce troisième dialogue dont tout le monde parle. Nous restons logiques à nous-mêmes et nous nous disons que le schéma positif pour nous serait une table ronde inclusive qui permettrait non pas simplement d'avoir la composante politique qui se constituerait de la majorité de l'opposition et du centre, mais aussi de voir la société civile, mais aussi de voir les différents corps, parce que c'est très important. On a constaté que dans les deux derniers dialogues, il y avait plus
une discussion entre politiques, mais on avait omis les corps professionnels. Et je pense que le centre est allé loin dans cette logique afin de pouvoir intégrer à la fois toute la dynamique politique, mais aussi la dynamique sociale. Parce qu'il ne faudrait pas que les accords politiques... C'est ça la différence que vous voulez apporter à c'est pour nous moi j'appelle ça un troisième dialogue, mais vous appelez... Nous l'appelons, c'est de la sémantique peut-être, mais pour nous, nous voulons aller plus loin que les autres concertations. Nous voulons aller plus loin dans une logique où il est important que cette discussion n'intègre pas que les aspects politiques, mais elle intègre également les questions sociales et les questions économiques. Voilà pourquoi nous parlons d'une table ronde qui serait inclusive et qui permettrait ainsi à la fois à la composante politique, à la société civile dans sa diversité, mais aussi aux composantes sociales, aux corps professionnels, aux enseignants, aux médecins, aux magistrats, ainsi de suite, tous les corps professionnels qui animent notre nation, de pouvoir être autour de cette table afin que nous puissions réfléchir, pas seulement sur les questions politiques, mais sur les questions d'orientation sociale, sur les questions d'orientation économique, parce que c'est ça la dynamique. Nous ne devons pas, dans la problématique politique, ne prendre que les aspects de partage de poste. Là, il n'y a que les élections, Tony Elo, qui doit aujourd'hui... On parle du processus électoral, vous voulez vous ouvrir, vous n'allez pas vous disperser un tout petit peu, parce que le cap, le chef de l'État l'a dit, Tony, le cap vers les élections. Cap vers les élections. Mais parlez des élections, mais pourquoi vous voulez vous ouvrir et vous disperser comme ça? Nous ne dispersons pas, nous sommes peut-être les plus réalistes dans le schéma politique actuel. Parce que nous considérons que la question qui ronge le Congolais actuellement, ce n'est pas que les questions politiques. Le Congolais aujourd'hui ne se limite pas que à quand est-ce qu'il va voter. Le Congolais aujourd'hui se pose des questions sur son avenir. Le Congolais aujourd'hui se pose des questions sur le devenir de ses enfants. Il se pose des questions comment est-ce qu'il va payer. Après les élections, non, madame, les élections, nous les aurons le 31 décembre 2017. C'est ce que nous sommes en train d'attendre. Mais entre-temps, les gens doivent manger. Entre-temps, les parents doivent envoyer les enfants à l'école. Nous avons vu les fluctuations du franc congolais que nous avions connu dans les mois derniers. Vous avez vu dans quelles difficultés, dans quel marasme la société congolaise avait été malheureusement abandonnée. Et ça, c'est les réalités du politique. C'est les conséquences de l'irréalisme, de l'irresponsabilité du politique qui ne comprend pas que chaque acte politique a une conséquence directe sur le social du Congolais. Les Congolais ne sont pas des cobayes, ce ne sont pas des personnes de seconde zone. Nous sommes là d'abord pour les servir. Et il est important d'appréhender toutes les difficultés de leur vécu. Les Congolais ne sont pas simplement en train de vous demander des bulletins de vote. Les Congolais veulent l'amélioration de leur social. Et c'est ça que le centre est en train de dire. Le centre veut une discussion qui ne tournerait pas que sur les questions politiques, mais sur les questions sociales, parce que c'est ça qui concerne d'abord le Congolais. Il y a une phrase du chef de l'État qui m'a mis la puce à l'oreille: les vrais amis de la République démocratique du Congo doivent nous soutenir. Pour vous, Tony Elo, qui sont les vrais amis de la RDC? À qui le chef de l'État faisait-il allusion en disant les vrais amis de la RDC? Madame, je n'aurais pas la prétention d'entrer dans la pensée du chef de l'État, mais je peux au moins dire que selon moi, les vrais amis de la RDC, ce seraient ceux qui comprennent qu'il est important de pouvoir s'investir dans la résolution de la crise politique actuelle, dans la résolution de la crise économique actuelle. Et nous avons besoin de ces forces positives, pas des forces sélectives, pas des forces d'ostracisme, mais des forces réelles qui s'investissent pour trouver des solutions globales, des solutions objectives à la crise politique actuelle. Nous, sur notre schéma, nous sommes vraiment en train de recourir à l'appel à une force positive de la communauté internationale pour que nous puissions les voir dans cet angle-là, rassembleur. Nous avons besoin d'une communauté internationale qui s'investit dans un élan de rassemblement afin de nous permettre de régler la crise politique. Il y aura plus de questions sur ça quand nous allons prendre ce volet du centre. Mais nous restons sur le discours du chef de l'État. Il y a une certaine opinion qui pense que c'est du déjà entendu. Ce sont les mêmes mots, les mêmes discours, les mêmes promesses faites quand le chef de l'État se tient sur l'estrade des Nations Unies. Pour vous aussi, vous avez l'impression du déjà entendu? Non, du déjà vécu? Madame, c'est un exercice protocolaire qui oblige le président de la République. Donc, je pense qu'il s'y est soumis. Et il était important qu'il apporte les vues de notre pays par rapport... Parce qu'il y a une réelle transformation, un désir de transformation du système de l'Organisation des Nations Unies. Je pense qu'il y a notamment les États-Unis qui sont dans cette volonté-là de reformer les Nations Unies. Donc il était important que le Congo donne son point de vue par rapport à cette démarche. Il était aussi important que le Congo donne, par la voie autorisée, celle du chef de l'État, quelle était l'orientation
politique et sociale, électorale de la RDC. C'était important à mon sens. Maintenant, sur est-ce que c'était important, je ne me ferai pas le défenseur du chef de l'État. Je suis malheureusement ou heureusement que le porte-parole du Parti Liberté. Donc moi, je fais un constat qu'il était, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, obligé d'apporter à la fois la vue de la RDC sur ce que je viens de dire. A-t-il été convaincant selon vous? Le président vous l'avez suivi? A-t-il été convaincant? Le président a été dans son rôle. Il a été dans son rôle de chef de l'État et il ne devait pas, à mon sens, le devoir qui lui était assigné n'était pas d'être convaincant. Le devoir parce que les Nations Unies sont là pour apporter peut-être leur aide, leur soutien. Mais quand vous n'arrivez pas à convaincre vos homologues qui sont là, mais qui peut vous apporter cette aide? C'est ça aussi, c'est pas seulement un exercice protocolaire, Tony et Léo, ça sera trop facile. Si c'est protocolaire, ce sera trop facile. Il faut essayer de convaincre ceux qui sont là pour qu'ils puissent vous aider, vous apporter un soutien de quelque façon que ce soit. Madame, je ne suis pas expert du système des Nations Unies, mais à, moi, je le pense, en tout cas. À mon angle de vue, je croirais qu'il y a d'autres canaux qui seraient plus efficaces. Diplomatie souterraine. Voilà, qui pourraient réellement, si la nécessité était celle de convaincre les partenaires, être utilisés au lieu d'utiliser la tribune. Le chef de l'État était réellement... C'est ça le rôle de la tribune. Non, la tribune le rôle, à mon sens. Et oui. Ça, je reste très modeste pour dire que je ne suis pas dans les secrets du fonctionnement des Nations Unies, mais à mon sens, je peux me dire qu'il y a d'autres canaux. Si ce n'était que cette nécessité-là, il y aurait eu d'autres canaux qui devraient être utilisés pour convaincre les uns les autres. Le chef de l'État devait, à mon sens, être dans son rôle, le chef de l'État, celui d'annoncer la position de la RDC par rapport aux enjeux internationaux, ce qu'il a fait. Le chef de l'État devait pouvoir aussi apporter les éclaircissements sur la démarche de la RDC et les questions qui minent le fonctionnement de la République. C'est ce qu'il a fait. Bon, maintenant, est-ce qu'il a convaincu et est-ce qu'il a réussi à convaincre les uns et les autres? Bon. La diplomatie souterraine a fonctionné. Nous avons vu le chef de l'État qui a reçu Bensouda de la CPI. Le chef de l'État a reçu le Premier ministre belge. Il a reçu beaucoup de gens. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon journalistique les à côté du protocolaire, comme le veut si bien Tony et Léo. Nous prenons un deuxième volet, mesdames et messieurs. C'est vraiment un volet qui a fait couler beaucoup d'encre et ça continue encore. C'est les passeports en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui ordonne entre guillemets aux Congolais, en tout cas d'échanger leur passeport semi-biométrique pour en acquérir des biométriques. Les réactions fusent encore. Nous avons la réaction de Mandak Katako par rapport aux propos du porte-parole du gouvernement sur ce passeport. Les Kinois aussi ont réagi, ont donné de la voix par rapport à l'invalidation de ces passeports. Le dépôt de la plainte parce que les Congolais ne sont pas restés les bras croisés, sont allés en tout cas à déposer et plainte par le canal de Maître Alonga, voilà, si je ne me trompe pas. Voilà, donc nous allons avoir plus de détails dans ce vraiment grand condensé que sont les passeports dans notre pays. Je trouve très mal comment ça va se faire, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont des passeports dont la validité court jusqu'en 2020, 2021 même pour certains. Je vois mal comment quelqu'un aujourd'hui, avec l'état de l'économie aujourd'hui, on va encore demander à quelqu'un de débourser $170 pour s'acheter un nouveau passeport biométrique. C'est très difficile qu'on puisse faire passer une mesure comme ça. Moi, j'estime plutôt que ce qui pouvait être fait, c'est bien sûr prendre la décision d'invalider des passeports semi-biométriques, mais dans l'entretemps, de les retirer sur les marchés au fur et à mesure. D'attendre lorsqu'un passeport arrive à terme, on les retire, on délivre au détenteur du passeport carrément un passeport entièrement biométrique. Au lieu de dire aux gens que les passeports ne sont plus en cours et de demander à ce que les gens puissent renouveler comme ça. Si réellement le gouvernement aime le peuple congolais, on peut toutefois prolonger. Laisser d'abord ceux qui détiennent le passeport semi-biométrique de les utiliser. Et par après, on pourra projeter s'il faut qu'il s'en procure d'autres. Donc, c'est ce qu'on peut faire. 3 semaines, ce serait un peu difficile. Avec le contexte actuel que nous avons, l'inflation de la monnaie et autres, là, ça crée pas mal de choses. Donc, ça serait vraiment difficile pour des gens de s'en procurer aussi le plus vite possible. Donc, s'il faudrait dire quelque chose, c'est de demander au gouvernement d'ajouter, au fait,
dans une autre situation, une situation favorable, une clémence à ce genre-là, peut-être 1 mois ou 2 mois maximum. S'il y a possibilité de trouver une solution avec le nouveau système auquel ils ont adhéré, le système international, s'il y a possibilité de trouver une solution de ce côté-là, en vue de permettre aux compatriotes de mieux s'en sortir. Le passeport congolais, c'est parmi les passeports les plus chers du monde. Ok. Donc, un passeport qui a été validé par le même gouvernement et qui est, après quelques temps, après quelques mois invalidé, ce n'est pas normal, d'autant plus que ça va occasionner d'autres coûts pour le peuple congolais. Donc pour moi, mon avis serait de laisser ces passeports qui sont encore valides jusqu'à échéance. On a attribué au ministre Mende des propos qu'il n'a pas tenus parce que nous suivons au niveau des réseaux sociaux des gens qui attribuent au ministre les propos selon lesquels il aurait demandé aux Congolais, il aurait dit aux Congolais que les services compétents de l'immigration de la RDC pouvaient arracher une feuille de passeport avec un visa pour l'attacher au nouveau passeport biométrique. Le ministre a été assez clair sur cette question. Il a dit qu'un visa pouvait être attaché au nouveau passeport. Donc ça veut dire généralement comment ça se passe. Vous avez un visa qui court encore. Lorsque ces passeports deviennent caducs, on rattache les 2 passeports, le nouveau passeport à l'ancien passeport. Donc le plus important là-dedans, c'est que l'identité qui est dans l'ancien passeport, l'identité du nouveau passeport et l'identité du visa correspondent. Et là, il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler du passeport biométrique. Ça veut dire qu'il y a un serveur quelque part avec votre identité, avec les visas qui vous a été attribués, avec la période des validités du visa, un serveur qu'on peut interroger n'importe où, à tout moment. Nous parlons du biométrique ici. Il y a une puce qui peut être interrogée à tout moment. Et lorsqu'on obtient ces passeports, on laisse ces empreintes. Et les empreintes, on peut les interroger partout, au niveau de la frontière. Étant donné que nous soulevons l'inconstitutionnalité, c'est-à-dire l'illégalité de cet acte administratif, le peuple congolais est en droit de ne pas obéir à cet acte du ministre, du vice-ministre, en ce qu'il est illégal. Et sur le pied de l'article 28 de la Constitution qui dit que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Et quant à la procédure administrative, nous l'entamons dans les jours qui viennent pour pouvoir saisir le juge administratif des questions de procédure en référé pour entendre suspendre cet acte, éventuellement étant donné qu'il entre en conflit avec les libertés des individus. Nous retenons que cet acte entre en conflit avec la Constitution, c'est que la Constitution garantit la liberté d'aller, de venir et d'établir sa résidence à l'endroit du choix, alors que cet acte, le ministre s'arroge le droit d'interdire aux Congolais détenteurs de passeports qu'il qualifie de semi-biométriques de ne plus franchir les frontières nationales en entrant ou en sortant. Donc, il est en train de restreindre la liberté que la Constitution garantit aux citoyens. Deuxièmement, nous constatons que, ayant acheté son passeport, chaque citoyen congolais, détenteur de ce passeport entre dans les éléments du patrimoine de chacun de nous, pour ceux qui détiennent ce passeport. Mais dire de ces Congolais qui ne peuvent plus faire usage de ce passeport, c'est attenter au droit de propriété sur le passeport. Cela est confirmé et garanti par l'article 34 de la Constitution. Et donc nous avons évoqué la violation de l'article 30 de la Constitution et 34 qui entre en conflit avec l'acte du ministre. Tony Allo, ou en tout cas Hello. Permette-moi que je t'appelle Tony parce que ton nom là, ça va s'écorcher au fur et à mesure. Tony, vous avez suivi les réactions des Congolais, des avocats et tout le monde par rapport à cette affaire qu'on nomme Passport Gate. La toute première question que moi je pose à mes invités par rapport à ça, est-ce que vous possédez quel genre de passeport? Semi-biométrique. Semi-biométrique. Oui. Comment personnellement
vous avez accueilli cette mesure? Beaucoup de surprises, comme beaucoup de mes compatriotes. C'est étonnant de se voir ainsi notifié par un communiqué que bientôt le passeport que je possède, même s'il est propriété de l'État congolais, ne sera plus accepté au niveau des frontières. Et personnellement, je comprends un peu l'étonnement de mes autres compatriotes par rapport à cette question. Par rapport à cette question, vous avez suivi d'ailleurs un des conseillers du ministre Mendio Malanga, Manda Katako, qui a dit que c'est faisable, c'est pas qu'on arrache, mais on peut coller les deux passeports. Et pourtant, on nous a dit, et nous avons suivi d'ailleurs cet avocat qui a dit, ce monsieur qui a dit tout à l'heure, que dès que vous arrivez aux frontières, on vous ravit le passeport. Alors, comment ça va se faire si vous possédez par exemple des visas à l'intérieur et que la DGM aux frontières vous arrache les passeports? Comment alors attacher les deux passeports si vous n'en possédez plus? Comment faire? Comment sauvegarder ces passeports? Non, pardon, les visas. Je comprends cette inquiétude, mais il y a une si forte polémique autour de cette question que j'éviterai d'y entrer les pieds dedans. Mais pour nous, là je parlerai comme porte-parole du Parti Liberté, nous avions émis un communiqué de presse à ce sujet où nous souhaitions que le gouvernement puisse, avec beaucoup de prudence, traiter cette question. Parce que pour nous, nous allons du principe du droit acquis et on ne pouvait pas ainsi léser une si grande majorité de compatriotes sur un acte administratif. Il était nécessaire que le gouvernement prenne deux mesures essentielles. La première mesure que nous avions proposée, c'était que le gouvernement puisse lui-même prendre la charge du renouvellement de ces passeports-là et sur la validité qu'il resterait sur le passeport des uns et des autres. Et la deuxième mesure, c'est, nous avions dit, le gouvernement doit pouvoir être réaliste. Le temps qui est imparti pour cette opération, même si nous devions aller sur ce principe-là, est infime par rapport à la réalité logistique, financière et même humaine qui nécessite une plus longue période. Et nous avions dit, il serait nécessaire, par exemple, que nous ayons un délai qui compterait à partir de 3 mois, nécessaire à notre sens pour gérer cette opération qui concerne non simplement les Congolais de Kinshasa, mais les Congolais de l'intérieur et les Congolais de l'étranger. Donc c'est une question qui doit être gérée avec beaucoup de minutie pour éviter la précipitation, le désordre que cela risquerait d'occasionner. Donc nous avions fait comme Parti Liberté cette communication. Nous espérons que cela sera entendu et que le gouvernement reviendra à une meilleure proportion sur la gestion de cette question. On a le droit de porter plainte comme l'a fait. Je pense que chaque Congolais est libre. Chaque Congolais est libre d'aller sur l'action qui lui convient. Nous, en tant que politiques, nous avions fait cette réflexion qui devait pouvoir être assez équilibrée. C'est ce que nous avions fait en épinglant d'abord la responsabilité de l'État par rapport au principe du droit acquis qui devrait... Soyons un peu pragmatiques, Tony. C'est vrai que l'État a le droit, parce que le passeport, bien que beaucoup disent ne pas partager cette assertion, c'est la propriété de l'État congolais, mais est-ce que le gouvernement congolais a le droit comme ça, un beau matin, de nous sortir de mesures comme ça et léser ainsi la population? Est-ce que c'était vraiment aujourd'hui, comment je peux dire, vraiment, cette mesure est bien tombé à ce moment? Est-ce que c'est vraiment opportun d'avoir ce changement maintenant? À quoi ça sert ce changement selon vous? Pourquoi maintenant? Ça, il faudrait peut-être le poser au niveau des experts qui ont élaboré cette politique. Nous, comme directement vous l'aviez dit, moi-même je suis aussi concerné, donc je suis étonné, je suis même un petit peu choqué, il est vrai, il faudrait le dire. Mais il faudrait que le gouvernement nous apporte les bonnes réponses. Mais au-delà des bonnes réponses que nous sommes tous en train d'attendre, il y a la méthode qui est associée, qui doit aussi être bonne. Parce que si il pêche par méthodologie, ça veut dire que toute l'opération risque d'être biaisée. Parce qu'il y a des gens, moi je réfléchis, nous avons cette liberté de ton à Congo Web de télévision. Est-ce que ce n'est pas une opération simplement de commission? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais se posent la question, ils veulent savoir si chaque ministre des Affaires étrangères apportera un nouveau passeport. Parce que ce n'est pas normal. Raymond Chibanda nous a dit, d'ailleurs on a sorti les archives, merci à toi Nancy Odia, on a sorti les archives, on nous a rassuré que ce passeport était valide, biométrique, etc. La question aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une affaire de commission? Ce n'est pas une mafia aussi qui s'installe par rapport à ces histoires de passeport? Ce n'est pas possible. À chaque nouveau ministre, un nouveau passeport? Madame, Tony? Madame, je suis aussi choqué que vous, peut-être moins engagé sur
sur le ton, mais cela n'enlève en rien le fait que je suis aussi choqué que vous. Et moi, j'attends réellement que nous puissions avoir des meilleures explications du gouvernement. Et nous attendons aussi, et là en termes de politique, qu'il y ait une méthodologie qui puisse réellement clarifier comment est-ce que cela va se passer. Si nous n'arrivons pas à avoir ces réponses, il serait prudent, et là la prudence qu'on demanderait au gouvernement de faire très attention sur cette opération pour ne pas accumuler des frustrations qui, à notre sens, est très inutile à ce stade ici. Nous comprenons ces frustrations. Je comprends votre frustration et celle de tous mes compatriotes, moi-même inclus, mais il est nécessaire que nous puissions prendre de la distance. À la fois, on a eu les réponses un peu par-ci, par-là des membres du gouvernement, parfois qui s'opposaient. C'est ça la question. Maintenant, Tony, je ne vous lâcherai pas. En tout cas, je suis désolé, j'ai un jeune, vous voulez le renouvellement de la classe politique, eh bien, je ne vous lâche pas. On se pose la question, pourquoi le Premier ministre ne réagit pas par rapport à cette histoire de passeport? Est-ce que toutes ces mesures sont prises comme ça? Chaque ministre, est-ce qu'on n'en discute pas dans un conseil de ministres? Comment expliquez-vous aujourd'hui le silence du numéro 1 des ministres? Parce que c'est une problématique sociale qui touche, même si on ne le dit pas, beaucoup de Congolais. Parce qu'on a ouï dire, il y a certains communicateurs de la majorité qui nous disent, eh bien, ce n'est qu'une infime partie des Congolais qui possèdent ce passeport. Donc, c'est un problème banal. Mais on ne comprend pas le silence aujourd'hui du Premier ministre. Les décisions se prennent comme ça, sans conseil de ministres? Madame, pour nous, même si cela ne devait concerner que 2 ou 3 Congolais, ce serait une question sérieuse qui devrait être étudiée avec tout le sérieux et avec toute la méthodologie qui s'y impose. Maintenant, pourquoi est-ce que le gouvernement ne réagit pas? Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne réagit pas? N'étant pas membre du gouvernement, il me serait difficile de vous répondre à cette question. Moi, en face, j'ai plusieurs communications. J'ai celle du porte-parole du gouvernement. On a celle du ministère des Affaires étrangères. Madame, je ne suis pas dans ce gouvernement, donc il me serait réellement difficile d'apporter des explications sur un corps dans lequel je ne fais pas partie. Moi, je me dis peut-être que le gouvernement est face à plusieurs impératifs. Vous savez que nous avons un gouvernement qui est en souffrance. Donc le gouvernement cherche l'argent sur le dos des Congolais en ajoutant des taxes. Moi, j'ai dit juste que nous avions un gouvernement qui était en souffrance de par la crise politique, de la crise sociale, de la crise économique. Donc, il est peut-être dans cet embroglio-là et je ne sais pas. Ça, c'est peut-être l'analyse d'un acteur externe. Peut-être que je peux me tromper et comme vous... La réelle politique, peut-être, on ne sait jamais. Mais devoir à domicile, chers compatriotes, allez demander un peu dans toutes les ambassades s'ils sont au courant de cette mesure parce que nous avons fouillé. La maison Schengen, d'ailleurs, nous a répondu. On a essayé de parler, mais la maison Schengen n'est pas au courant de cette mesure et plusieurs ambassades d'ailleurs. Donc voilà, peut-être que le gouvernement doit essayer, comme l'a dit Tony, d'y aller un peu mollo par rapport à ce problème de passeport. Nous prenons encore notre volet social. Hein. Comme vous le savez, au début de la semaine, il y a eu une panique générale dans les écoles à Kinshasa. Voilà, donc nous avons la réaction de Thérèse Olenga, qui est ministre chargée de l'éducation à Kinshasa, la ville-province, et la réaction du ministère de l'Éducation supérieure et la coordination des étudiants, parce qu'on a dit que ce sont des étudiants qui sont venus mettre dehors les élèves. Il y a eu des blessés, les élèves étaient paniqués, il y a eu des traumatismes et tout ça. Hein, donc, plus de détails dans ce troisième condensé, mesdames et messieurs. C'est un lundi pas comme les autres. Dans les rues de Kinshasa, les bleus et blancs ont divagation. Ces élèves ont été pour la plupart renvoyés par leurs établissements scolaires. Il y a des désordres, alors on n'a pas eu d'autre choix que de partir. On nous a libérés, je ne sais pas pourquoi. La rumeur a suscité une panique générale dans la ville. Parents et tuteurs ont pris d'assaut les écoles de la ville capitale. Non biso na cité kuna yolo mombele bakoto nyonso tindenge tozo na nzela ti bakasavubu tomonika batu bazo bana nyonso ba classe bazo bima tout ça akozwa mwana zo banga makasi pona makambo esalimi lelo na Kinshasa tozo comprendre ngo te banga bazo ki magimagaka. Pour certains, ces événements sont une expression de mécontentement des enseignants au regard de leur situation sociale. C'est vraiment déplorable pour bana bazana. Problème té les professeurs aussi ba pauvres professeurs bazana problème té ba eza ba kondi bo s'intéresser la ba kondi ba bongisa po mboka e bonga bana ba professeurs bazana problème té. D'autres par contre attribuent l'initiative aux étudiants de Kinshasa. Le commissaire provincial de la police, lui, parle des rumeurs et invite la population au calme.
Il n'y a absolument rien. Il y a des rumeurs folles partout qu'il y a un groupe d'étudiants qui sont en train de déranger les élèves. Il n'y a absolument rien. Il n'y a que des rumeurs. Nous demandons aux parents et à la population quinoise d'être calme et sereine. Il n'y a jamais eu fumée sans feu. Les événements de ce lundi risquent de créer méfiance dans le chef de certains parents. Les écoles pourraient enregistrer encore ce mardi des absents. Les coordinations estudiantines dénoncent cette énième tentative de ternir l'image des étudiants. Selon le porte-parole des coordonnateurs, aucun étudiant n'est impliqué dans cette organisation de déstabilisation des écoles. L'information a circulé des rumeurs que les étudiants étaient dans les établissements secondaires pour faire sortir les élèves et empêcher que les enseignements se poursuivent normalement. Nous informons officiellement à l'opinion nationale et internationale qu'il ne s'agit pas des étudiants. C'est un groupe non autrement encore identifié. Pourquoi? Parce que les étudiants sont pleinement occupés aux examens de la deuxième session. Pour sa part, le ministre de l'ESU a félicité les étudiants. Steve Mbikai invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école ce mardi. Une parfaite collaboration entre la tutelle, le ministère avec toutes les coordinations des étudiants. Il ne peut pas se passer pareil mouvement sans qu'on soit au courant. C'est donc les badauds, c'est donc peut-être les colonnas qui ont tenté ici et là de perturber la situation. Alors je lance un appel à tous les parents de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école demain parce que les étudiants ne sont pas mêlés à cette affaire et que la police sera là, tout celui qui tentera de perturber leur public va être arrêté. Je félicite les étudiants qui sont des patriotes, qui sont tout à fait en dehors de tels comportements de vandalisme. Donc, que tout le monde soit apaisé, qu'il n'y a pas de problème. Le ministre de l'ESU et les coordinations étudiantines invitent par ailleurs les services de sécurité à identifier ces groupes d'inciviques. En effet, il s'est observé une effervescence incontrôlée dans certains milieux scolaires de la capitale à la suite d'une psychose infondée suscitée par certains inciviques perturbant les enseignements durant une bonne partie de la matinée. À cet effet, l'exécutif provincial tient avant tout à féliciter ceux des chefs d'établissement qui ont fait montre de sens des responsabilités en veillant d'une manière particulière à la protection des enfants leur confiés. Les mêmes félicitations s'adressent également aux bourgmestres et autres services d'ordre qui se sont distingués par une implication agissante ayant abouti à sécuriser les enfants dans les mouvements des foules qui s'en sont suivis. Dans le même contexte, l'exécutif provincial invite les parents à s'interdire toute panique, allant jusqu'à forcer les portails des écoles pour récupérer leurs enfants. En pareille circonstance, les règles d'usage recommandent que les élèves ne soient pas placés dans des conditions qui les exposent aux accidents et autres situations désagréables. L'exécutif provincial saisit l'occasion pour rassurer la population en général et les parents en particulier que des dispositions appropriées ont été prises pour garantir la sécurité des élèves tout en approfondissant les enquêtes. Dès lors, ils sont tous invités à renvoyer en toute quiétude leurs enfants sur le chemin de l'école. En effet, il y a lieu de rappeler que l'éducation est un des moyens de protéger le droit des enfants et d'assurer l'avenir du pays. Enfin, l'exécutif provincial exhorte les Quinoises et Quinois à intérioriser que l'école est un bien communautaire à préserver et que l'enfant est un être spécial à protéger en toutes circonstances. Tony, est-ce que, c'est peut-être une question assez personnelle, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Comment vous avez vécu cette journée de lundi? Si c'est étudié ici à Kinshasa, hein, parce qu'on nous dit souvent que les politiques, leurs enfants sont en Europe et tout ça. Donc vos enfants étudient ici? J'ai 2 enfants qui étudient ici. Comment ça se passait la journée de lundi? C'était de la panique comme beaucoup de parents.
Et voilà, donc heureusement que les dispositions au niveau de l'école avaient déjà été prises pour encadrer les enfants et on n'a pas eu de... On a eu plus peur qu'il y ait eu de mal. Voilà, moi, je suis plus pratique, hein, peut-être pour ne pas vanter l'école où étudient vos enfants. Quelles sont les dispositions pratiques que l'école a prises pour sauvegarder? Parce que Thérèse Olinga l'a dit, les enfants, c'est vraiment nos biens les plus précieux. Comment est-ce que l'école a fait pour sécuriser les enfants? C'était déjà de les garder parce que je sais que ce mouvement de panique a entraîné beaucoup de parents à aller récupérer les enfants même pendant qu'ils étaient dans les classes. Et je pense que l'école où se trouvent mes enfants a pris directement la précaution de garder les enfants parce que toutes les dispositions, il n'y avait rien. Ce n'était que de la psychose, une peur qui a été généralisée. Et puis dans ce mouvement de masse, on a failli faire plusieurs erreurs et commettre l'irréparable. Donc heureusement que les dirigeants de cette école ont été assez sages dans la manière dont ils ont géré la crise. Ils ont géré la crise, mais quand même, revenons aux enseignants congolais, ils se plaignent, hein, on le sait déjà, chaque début d'année scolaire, c'est la pression par rapport à la grève, par rapport à leur revenu salarial. Vous comprenez un peu ces mouvements de grève chaque année, parce que les enseignants se disent que non, c'est que nous touchons là, ça ne va pas. Madame, j'ai personnellement beaucoup de compassion pour la situation dans laquelle se retrouvent aujourd'hui les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes que nous sommes, aujourd'hui, ont été ce sont les hauts faits, ce sont les témoignages des grandes œuvres de ces hommes et de ces femmes-là qui ont donné leur vie pour l'enseignement. Mais aujourd'hui, de voir comment est-ce que notre gouvernement, de voir comment est-ce que la République elle-même est en train de rétribuer ces personnes, je pense que nous devrions tous avoir honte comme nation de la façon dont nous sommes en train de gérer ces enseignants-là. Et nous sommes vraiment en train de pouvoir interpeller les uns et les autres. Que demandent ces enseignants? Que demandent ces héros de la craie? C'est tout simplement l'amélioration de leurs conditions salariales. Et il est important que le gouvernement ne fasse pas la politique de l'autruche. Il ne s'agit pas de leur ajouter 500 francs ou 2000 francs ou 20 000 francs. C'est réellement de reconsidérer la condition globale de l'enseignant congolais. Il faut aujourd'hui passer des beaux discours protocolaires à de l'action. Et ça nécessite réellement qu'il y ait un gouvernement qui ait la mesure de cette action, la mesure de cette volonté et qui le transparaisse ainsi dans des actes. Donc c'est important parce que déjà il y a eu un premier péché, c'est qu'on a fixé que tous les fonctionnaires devaient être payés sur le barème ou le taux budgétaire. Jusqu'à aujourd'hui, cela n'est pas encore fait. Je peux peut-être me dire, bon, c'est parce que, comme je l'ai dit, nous avons un gouvernement qui est en souffrance, qui n'est peut-être pas amène de rencontrer cette obligation qui est légale, parce que c'est dans le cadre du budget que cela a été voté, ce qui devient une loi. Malheureusement, le gouvernement est incapable de le faire. Mais l'incapacité du gouvernement ne dédouane pas et n'excuse pas qu'aujourd'hui les Congolais vivent dans la précarité sans que des mesures sérieuses soient prises. Et il est important que nous puissions reconsidérer cette question avec beaucoup plus de sérieux. Vous avez un projet de société, Tony, votre parti Liberté, a un projet de société, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ce secteur de l'éducation qui est un secteur assez sensible, très important? Nous, aujourd'hui, permettez-moi plus peut-être de parler du centre, parce qu'au niveau même de la table ronde que nous sommes en train de situer, nous sommes en train de vouloir que cette question, la question des salaires des fonctionnaires, la question des salaires des enseignants soit sur la table de discussion. Qu'on ne parle pas que partage de postes, mais qu'on parle aujourd'hui de solutionner ces questions-là directes, parce qu'elles touchent ces Congolais. Ces Congolais ont besoin de ces réponses. Pour eux, ce qui les intéresserait, c'est pas de qui devrait être Premier ministre ou qui devrait être ministre, mais c'est de comment est-ce qu'un gouvernement sérieux pourrait mettre en application les recommandations, notamment du paiement des salaires selon le taux budgétaire, de l'amélioration le barème globale. de Mboudi, vous en parlez encore, le barème de Mboudi? Le barème du feu Zaïdi Ngouma, est-ce que c'est encore d'actualité? Madame, ça remonte à tellement d'années qu'il serait plus intelligent de réévaluer cette politique-là et de voir de façon pragmatique et réaliste qu'est-ce qui peut être fait. Et je pense que dans ces assises que ma famille politique est en train de souhaiter, ces questions seront prioritaires. Parce que pour nous, le social ne doit pas être secondaire. Ça ne doit pas être aujourd'hui une question qu'on renvoie aux calendes grecques après qu'on ait partagé les postes et qu'on sait que qui devrait être qui. Donc il est important que le social du Congolais revienne à sa place royale, parce que c'est ça qui définit une nation. Une question assez terre à terre, c'est ma fille qui me l'a posée. Moi je la pose. Joël Ofoli m'a dit, mais maman, comment est-ce que les enseignants sont moins payés et pourtant les députés nationaux
sont les mieux payés de la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas faire... C'est vraiment terre à terre, mais c'est une fille de 18 ans qui me la pose, et elle a peut-être réfléchi. Pourquoi ne pas prendre les salaires de ces députés et de les donner aux enseignants, parce que c'est eux qui nous enseignent, elle m'a dit, c'est eux qui nous donnent cette intelligence, c'est eux qui forment d'ailleurs les députés qui sont là à l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas faire le contraire? Madame, les enseignants ne demandent pas des millions. Je vous en prie. Les enseignants demandent de pouvoir bénéficier du travail, de la sueur de leur front, de leur passion, de leur dévotion pour la République. Et ce n'est pas en termes de chiffres qu'on solutionne ça. C'est déjà en réfléchissant sur comment aujourd'hui établir des politiques qui garantissent. Il faut quand même un SMIG, même en France, il y a un SMIG où vraiment là, on peut commencer quelque part, où on peut traiter quelqu'un d'humain. Il n'y a même pas un SMIG en RDC, Tony. Madame, il y a un SMIG. C'est combien? Il y a un SMIG, madame. C'est combien? Il faudrait pas être négationniste jusqu'à l'extrême. C'est combien le SMIG? Le SMIG, madame. Le SMIG, je pense que vous vous rappelez, Madame Loukiana a y travaillé lorsqu'elle était ministre du Travail. Et je pense qu'à son époque, on était déjà en train de l'évaluer à peu près à 90-100 $. 90-100 $ le SMIG. Voilà. Donc il faudrait quand même ne pas être négationniste jusqu'au point. Moi, je me dis, pour revenir à la question des enseignants, les enseignants ne demandent pas des millions. Les enseignants ne demandent pas de pouvoir avoir les mêmes salaires que les ministres ou les députés. Les enseignants, ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir avoir un salaire décent. Un salaire qui leur permette de pouvoir subvenir à leurs besoins, subvenir à l'éducation de leurs propres enfants, subvenir à l'avenir de leurs enfants et préparer leur retraite. Et je pense que c'est ça qui devrait aujourd'hui nous positionner comme homme politique, de comment rencontrer ces attentes parce qu'elles sont légitimes. La République doit cela à ces hommes et à ces femmes qui travaillent au quotidien pour la construction de cet avenir que nous sommes et que nos enfants demain prendront le relais. Prendront le relais. Voilà, nous revenons en politique. Déclaration de la Ligue des jeunes centristes sur la situation du pays. Ben voilà, je vous l'avais dit que j'attendais ce moment parce que nous allons vraiment avoir un peu la position du centre par rapport à plusieurs sujets brûlants de l'heure, la situation de notre pays, la République démocratique du Congo, et le point de presse du MLP, le parti cher à Franck Diongo, que par rapport à la commémoration des martyrs du 19 septembre. Nous, membres de la Ligue de jeunes du Front républicain des centristes, après examen de la situation qui prévaut actuellement au pays et qui met l'existence de la nation congolaise en péril, faisons la déclaration solennelle ci-après. Il est temps de s'unir autour des valeurs républicaines et de conjuguer les forces afin de faire échec au régime. La Ligue de jeunes du Front républicain des centristes salue et soutient l'initiative du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement de constituer un front commun pour l'alternance démocratique. La Ligue de jeunes du Front républicain des centristes soutient la requête du comité politique des centristes adressée au secrétaire général et aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la nomination d'un envoyé spécial chargé des bons offices stipulés dans la résolution 2348 pour la mise en œuvre rapide et intégrale de l'accord politique du 31 décembre 2016. La Ligue de jeunes du Front républicain des centristes exige que la CENI publie sans atermoiement un calendrier électoral cohérent et conforme à l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. La Ligue de jeunes du Front républicain des centristes dit non catégorique au référendum, non au troisième dialogue des dupes. Dans une déclaration ce mardi 19 septembre 2017, les ténors de cette formation politique ont relayé le message de leur président, Franck Diongo, faisant état de son indignation à la dite journée qui, selon lui, restera à jamais gravée dans l'histoire du Congolais. Ce jour 19 septembre restera donc pour nous et pour la nation congolaise consciente une journée gravée à jamais dans nos mémoires. C'est un jour marqué d'une pierre blanche dans l'histoire politique de notre pays. De génération en génération, on se rappellera que plusieurs de nos compatriotes ont été sauvagement fauchés. Leur seul tort aura été d'exercer pacifiquement leur liberté d'expression démocratique pour dissuader le pouvoir de violer
la Constitution de la République. Lors de ce message, le secrétaire général du MLP, Nico Mayengele, a notamment annoncé le lancement officiel de la campagne dénommée « Non au référendum ». Tony, il y a quand même une certaine confusion. Même moi, dans ma tête, je croyais que la Ligue des jeunes centristes, c'était vous. Les centristes, là, ils font partie du centre aussi? Actuellement, ils ne sont pas, ils ne sont pas encore signataires de notre charte. Donc, nous ne pouvons pas encore les considérer comme membres de la famille politique du centre. Ok. Nous revenons un peu à vous, le centre. Positionnement. J'aimerais bien savoir, je reviens parce que vous parlez à des millions de Congolais, peut-être qui auront envie, ou d'autres partis politiques qui vont bien adhérer. Vous êtes au centre par rapport à qui? J'y reviens. Nous sommes au centre par rapport d'abord à l'idée que nous avons de la République. Parce que quelle est notre idée? C'est qu'aujourd'hui, dans le fait politique actuel, nous sommes face à une situation qui dénote une crispation politique. Et cette crispation politique est le fait d'un antagonisme, fruit d'une dualité entre la majorité et l'opposition. Ça, c'est d'abord un premier fait. Nous avons en face de nous deux blocs qui, aujourd'hui et pendant plusieurs années, ont ainsi privatisé la scène politique. Vous étiez soit de la majorité, soit de l'opposition. Et aujourd'hui, le blocage politique, ce qui accentue la crise politique, c'est simplement cette bipolarisation qui nous entraîne droit dans le mur. Donc il était nécessaire que naisse ainsi une nouvelle force politique, une force qui serait celle de la synthèse de ces deux blocs, celle de la raison, et c'est ça le centre. Elle naît de cette réalité politique, elle naît de ce besoin de pouvoir mettre fin à une bipolarisation qui tue la République, qui tue la démocratie, et c'est comme ça que plusieurs sociétaires, les sociétaires du centre, sont allés sur ce schéma-là. Et le deuxième volet, c'est aller aussi sur une nouvelle logique politique, c'est de parler du centrisme, parce que vous savez, madame, le centrisme n'est pas qu'une réalité congolaise, mais elle est aussi une réalité occidentale, elle est une réalité politique que connaissent également d'autres pays qui ont compris qu'il était nécessaire qu'il y ait toujours un bel équilibre entre les droites et les gauches, entre les différentes forces politiques, centrifuges ou centripètes, parce que le souci c'est toujours qu'il y ait une force tampon qui apporte des solutions plus pragmatiques, plus réalistes au dehors de tout dogmatisme qui freinerait l'action à la fois politique. Tony, les animateurs du centre, on les connaît, on en a vu. Beaucoup de gens se disent que ces gens-là ne sont que l'appendice de la majorité présidentielle. Je peux citer les noms, moi j'ai pas froid aux yeux. Il y a Bangakia, il y a le pasteur Ngoï Mulunda, il y a Germain Kambinga, les figures de proue du centre. Est-ce que, comment justifiez-vous cette peur? Ou comment allez-vous réagir face à cette appréhension des Congolais, voilà, cette appréhension des Congolais qui se disent que ces figures-là des proux ne sont en fait que l'appendice de la majorité. Ils ne se sont pas retrouvés dans la majorité présidentielle ou ils n'ont plus obtenu des postes dans la majorité présidentielle. Germain Kambinga était ministre, il ne l'est plus. Banga qui a peut-être attendu quelque chose, il ne l'a pas obtenu. Ngoï Mulunda a été mis en dehors de la CENI et aujourd'hui ils veulent se repositionner pour ce fameux troisième dialogue et peut-être avoir d'autres postes. C'est vraiment une appréhension, puisque chat échaudé, crée l'eau froide. On connaît comment ça fonctionne en politique. Madame, je vous comprends. Je comprends cette appréhension. Je ne dirais pas qu'elle est légitime, mais elle est peut-être le fruit des pensées très réductrices qui voudraient limiter l'action des politiques simplement à une question simple de positionnement. On ne devrait pas juger un homme politique par rapport à ce qu'il a été, mais il faudrait juger l'homme politique par rapport à ce qu'il fait. Et aujourd'hui, l'action de ces hommes que vous venez de citer est saluée, elle est même salutaire. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui il ne devrait pas naître ce centre dont moi je suis membre, dont plusieurs et des milliers de Congolais aujourd'hui sont membres, je vous assure que nous sommes en train d'aller tout droit dans le mur. Parce que ces hommes ont compris la nécessité de pouvoir créer cette force politique, une force de tampon, une force de raison. Maintenant sur les individualités, madame, sur les individualités. Si on devait juger les hommes politiques par rapport à ce qu'ils étaient, que dirions-nous du père, celui que nous considérons comme étant le père de la démocratie, Étienne Tshisekedi, qui a été, lui, dans l'histoire
du Congo, celui qui justifiait encore les pendaisons du président Mobutu, qui a été celui qui a accompagné et traité même Lumumba de crapaud. Madame, que dirions-nous aujourd'hui de ces hommes qui constituent ce que nous appelons le rassemblement de l'Imité avec tous ces beaux oligarques du kabylisme, avec M. Lumbi, avec M. Kamitatu, avec... Mais madame, le jeu politique congolais est malheureusement fait, non pas sur les questions des individus, mais sur les idées que nous sommes en train de proposer, ces idées nouvelles que nous sommes en train d'apporter. Nous n'avons aucun complexe. Nous n'avons aucun complexe de dire aujourd'hui que le président du centre, c'est monsieur l'honorable Germain Kambinga, qui a été député, il est député jusqu'à aujourd'hui, il est aujourd'hui président du centre, il est président d'un parti politique. Il n'est plus de la majorité ou n'est plus de l'opposition aujourd'hui. Madame, non, il a été député. Il a été de l'opposition à un moment, il a été de la majorité. Madame, je vous en prie, on réfléchit ensemble. Il est où maintenant? Il est du centre. Permettez-moi de terminer mon mot. C'est simplement de dire qu'il a été député du MLC, puis il a été ministre à la suite des concertations nationales, et après, par ce fait-là, il a été exclu du MLC. Il a créé son parti politique où il a été accompagné par des Congolais et des Congolaises, très nombreux, et puis finalement, aujourd'hui, il est porté à la présidence du centre. Donc c'est un homme politique qui n'aurait aucun complexe de son bilan. Aujourd'hui, parler des autres du pasteur Ngoï Mulunda, que vous avez cité tout à l'heure, il a un passé, il a aujourd'hui un avenir, il a aujourd'hui un présent, il est le président du comité politique permanent du centre, c'est un homme d'une très grande expérience, c'est un homme qui vous a donné à des jugements sur ce qu'il a été hier, mais il a été un président de la CENI qui a été très efficace et qui avait réussi à organiser tout de même les élections que nous n'arrivons toujours pas à organiser. Donc madame, à un certain moment, les critiques sur les individus, on en a l'habitude, on sait comment est-ce que ça se passe. Nous voulons porter un débat plus haut. Nous voulons porter un débat sur les propositions que nous sommes en train de faire parce que c'est ça le plus important. Par rapport au référendum, parce que vous parlez des idées, quelle est la position du centre par rapport au référendum? Parce qu'on en parle depuis un certain moment, le référendum. Qu'est-ce que le centre pense du référendum? Nous disons non au référendum. Pourquoi? Parce que simplement, nous disons qu'il faudrait rester dans un cadre constitutionnel. Et c'est la proposition majeure du centre, c'est que tout des discussions qui devront avoir lieu devront être faites dans le respect de la Constitution et dans le respect, bien évidemment, des limites institutionnelles des uns et des autres. Donc il est nécessaire que nous puissions, parce que qui parle du référendum, c'est juste des extrémistes de la majorité. Qui parle aujourd'hui de l'insurrection, c'est des extrémistes de l'opposition. Donc nous refusons les extrémismes, parce que nous pensons que, et dans la majorité et dans l'opposition, il y a encore des hommes raisonnables, des hommes avec qui nous pouvons réfléchir, avec qui nous pouvons aujourd'hui créer, s'entendre sur des réelles propositions qui nous sortiront de la crise. Nous refusons, mon parti, ma plateforme, ma famille politique refuse aujourd'hui de faire le jeu des extrémistes de tous bords, qu'ils soient de la majorité présidentielle, qu'ils soient de l'opposition. Et ça, c'est la particularité du centre que nous sommes. Nous allons prendre l'avant-dernier volet, mesdames et messieurs, la paix, toujours la paix. Kananga, deuxième journée forum de la paix, aujourd'hui. La capitale de la RDC, en tout cas, est allée vers le centre, à Kananga, et la célébration de la journée internationale de la paix. Ensemble pour la paix, le respect, la sécurité et la dignité pour tous. Tel est le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée internationale de la paix. Le cas de la République démocratique du Congo, où la communauté internationale en appelle à conjuguer beaucoup d'efforts dans la lutte contre les causes profondes des conflits armés. David Grossley, représentant du secrétaire général des Nations Unies, rassure. Pour nous tous, de penser aux solutions qu'il faut pour aboutir à l'obtention de la paix, la prospérité et la sécurité pour tous en RDC. C'est ici le lieu pour moi de demander à toutes les forces vives du pays de travailler ensemble pour aboutir aux résultats concrets qui répondent aux attentes des populations, surtout à l'est du pays et dans la région du Kasaï. Une célébration à laquelle a pris part Noël Mbemba, représentant du gouvernement congolais auprès de la MONUSCO, rassurant les efforts du gouvernement quant à la défense de la paix à tous les niveaux. Il est à noter qu'en République démocratique du Congo,
le désir de la paix, témoigné par une si longue histoire d'engagement, n'a jamais été aussi grand qu'en cette période cruciale. Les différentes conférences sur la paix, ici et là, sous l'impulsion du chef de l'État, notamment au Nord Kivu, en Ituri, au Tanganyika et actuellement dans les Grands Kasaï, illustrent à suffisance notre détermination dans ces domaines. Et il en sera toujours ainsi. La MONUSCO a ainsi réitéré son engagement à promouvoir la culture de la paix dans le pays en vertu du droit international de la protection de populations. Nous sommes ici à Kananga, non loin de là où je me trouve. Se situe l'église néo-apostolique RDC Sud-Est de Kananga. C'est ici que le président de la République a ouvert hier la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement dans l'espace kassaïen. Joseph Kabila a essayé de décrire un certain nombre de choses qu'il faudrait réparer. Et aujourd'hui, c'est la deuxième journée, essentiellement axée sur différentes allocutions des différentes couches sociales représentant les 5 provinces qui constituent l'espace kassaïen. Mais dans ces différentes allocutions, ils ont eu à décrier la mégestion qui caractérise les différents conflits coutumiers, mais également la politisation justement de ces différents conflits. Mais avant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, avait également prononcé son mot. Il a essayé de rappeler d'abord le caractère historique dans lequel se tient ce forum, le lieu, la ville de Kananga. Vous savez que c'est ici qu'on a eu à signer la première constitution de la République démocratique du Congo, la constitution de Lualabo, mais c'est également c'est une ville marquée, une ville historique, mais également une ville stratégique sur le plan géographique. Tout cela, Emmanuel Shadari a le rappelé, mais avant, c'était juste après qu'il a eu également à présenter les différents objectifs poursuivis par cette conférence, des objectifs généraux, mais également spécifiques. En ce qui concerne la méthodologie, qui a commencé depuis hier, l'option préférentielle pour une approche politique et intercommunautaire privilégie une participation significative des forces vives, sans distinction partisane ni discrimination arbitraire. C'est pourquoi il sera procédé à la présentation d'une série d'exposés généraux et thématiques pour faciliter la mise à niveau de tous les participants. Il sera procédé également à l'illustration de la catastrophe économique, sociale et humanitaire qui frappe l'espace kassaïen. Il sera procédé à l'audition des appels, ça a commencé depuis hier, à l'audition des appels et des déclarations des notables en faveur de la paix dans l'espace kassaïen. Il sera également procédé à l'organisation d'ateliers thématiques, à l'adhésion de tous les participants à une déclaration solennelle, à la promotion de la paix, de l'unité et de la convivialité. L'un des moments forts pour cette deuxième journée aura été le mot du représentant du groupement de 10 batailles. Vous savez, c'est ce groupement d'où est issu le chef Kamwena Sapo. Et dans son mot, il est revenu sur le pardon, mais également sur la nécessité d'examiner en profondeur les causes qui ont poussé à ce drame qu'a connu l'espace kassaïen. Les Saintes Écritures nous enseignent que le péché est venu par la femme et c'est par la femme que le salut est venu dans le monde. En guise de contribution à ces assises, nous, plus de 10 batailles, frères consanguins du feu grand chef Kamwena Nsapu Pandi, nous avons l'obligeance de prendre parole au début de ces travaux pour 2 choses. La première, c'est de demander pardon à toute la grande communauté du Kasaï En principe, donc, c'est demain, jeudi 21
septembre que vont se clôturer les travaux de cette conférence sur la paix, la réconciliation et le développement dans le Grand Kasaï. Les travaux qui connaissent une présence de bout en bout du Premier ministre Bruno Tshibala qui est là depuis le matin, qui a suivi toutes les allocutions et selon certains de ses entourages, c'est une façon pour le Premier ministre de marquer son attachement, de marquer également sa détermination à veiller sur la sécurisation et la paix dans l'espace kassaïen parce que comme vous le savez, lui-même est ressortissant de cet espace. Depuis Kananga, Élisée. Tony, beaucoup de Congolais se posent la question, est-ce que c'est par des forums qu'on peut restaurer la paix dans une contrée? C'était important qu'il y ait, excusez-moi, c'était important qu'il y ait ce forum. Pourquoi? Parce que les fils et mon parti à l'époque déjà avaient fait cette recommandation-là, cette grande conférence, pour permettre à ce que les fils et les filles du Kasaï se mettent ensemble pour discuter, faire une évaluation de la situation. Mais au-delà de cette rencontre, il y a un deuxième volet qui est aussi et encore plus important, c'est celui de la justice. Parce qu'il faut, pour établir la paix, la réelle paix des cœurs, il faudrait que justice soit faite. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se parler, mais il faut réellement que les auteurs de ces violences soient aujourd'hui, rencontrent les juges et que justice soit faite et que justice soit rendue pour toutes ces victimes, ces pauvres victimes. Il y a eu des enfants qui ont été tués, il y a eu des pères de famille qui ont perdu la vie, il y a eu des jeunes filles qui ont trouvé la mort, il y a eu des policiers qui ont été décapités. Il y a eu tellement d'atrocités que pour rétablir la paix et pour que ce soit une paix solide, il faudrait qu'on associe à ce forum une action judiciaire qui soit très claire. Et la repentance, le pardon, quelle est la place? Parce que nous avons vu le chef Kamouina Sampou demander pardon au nom de chef coutumier. La repentance, le pardon a son pesant d'or aussi dans ce genre de... Oui, c'est très important, c'est le premier pas. Mais il faut franchir d'autres pas. Et les autres pas à franchir, ce sont ceux de la justice et ceux de l'établissement des responsabilités des uns et des autres. Et parce que justice doit être faite, c'est à ce moment-là que la réelle paix sera faite. La représentativité, c'est vrai que Tony, vous n'aimez pas qu'on parle des gens, mais on n'y peut rien. Nous sommes en République démocratique du Congo. Et ben, c'est notre spécificité, la représentativité dans ce forum. Beaucoup des originaires, entre guillemets, du Kasaï se sont sentis floués. Ils ont dit, ceux qui devaient être là normalement ne sont pas. Dans ce forum, on a pris n'importe qui, les bourreaux, les responsables de tout ce qui s'est passé au Kasaï ont été là. Pour vous, la représentativité était vraiment correcte dans ce forum pour la paix au Kasaï? Madame, je serais peut-être le mauvais interlocuteur pour répondre à cette question parce que n'étant pas directement dans l'organisation de ce forum, mais je note mais vous réfléchissez, vous êtes une élite, vous regardez ce qui devaient être là. Je note une chose, c'est qu'il y a eu du monde, il y a eu des chefs coutumiers, il y a eu des politiques, il y a eu des personnes qui ont des mandats électifs, députés provinciaux, députés nationaux du Kasaï. Mais il n'y a pas eu l'opposition. On m'a dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens de l'opposition. Je ne sais pas pourquoi. A boycotté. Peut-être. On n'est peut-être pas dans les secrets des assises, mais nous pouvions au moins constater qu'il y a eu une forte représentativité. Malheureusement, nous n'étions pas conviés. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore vos documents en ordre? Qu'est-ce qui se passe, Tony? Non, madame, ne vous inquiétez pas, nous sommes encore très humbles parce qu'au moment de ce forum, nous étions, nous, en train de préparer notre conclave. Il était important que nous puissions déjà donner du contenu à notre démarche politique. Nous serions ravis d'accompagner le gouvernement dans la pacification du Kasaï. Nous avons des cadres, nous avons des partis politiques qui seront très heureux de pouvoir contribuer à cette démarche politique. Nous pensons qu'il est important de pouvoir encourager. On aurait peut-être du mal à avoir une inclusivité parfaite des uns et des autres, mais à ce stade, il faudrait réellement encourager le gouvernement dans cette démarche-là, que l'État arrive à apporter les conditions nécessaires pour qu'il y ait une réconciliation à la fois des autorités, mais également des communautés, mais aussi que l'État travaille sur l'aspect judiciaire pour que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Le pardon, madame, doit passer par une justice. C'est la justice qui doit passer, après on devra tirer les conséquences. Vous avez parlé de conclave, ça s'est bien passé, le conclave? Oui, le conclave, c'était très bien. Quelles sont les résolutions, en quelques mots, les grandes lignes des résolutions de ce conclave? C'était un moment historique, madame, c'était un moment historique parce qu'il ouvrait ainsi la voie à une nouvelle famille politique. Ainsi, en RDC, il n'y a plus que 2 grandes familles politiques, il y en a 3. Et aujourd'hui, nous avons, à la fois au moment de ce conclave-là, nous avions fait nos propositions, ce que nous avions appelé les propositions de notre conclave, à la fois des sorties de crise politique, économique et sociale. Nous avions également présenté ce qui seraient les 50 propositions du centre, qui ont été rendues publiques au niveau de la presse. Nous avons également parlé du plan d'action
du centre, parce que nous sommes bientôt, nous sommes en train de préparer une tournée à l'intérieur du pays pour expliquer nos propositions au niveau de nos représentations provinciales. Et également, nous allons faire le même effort au niveau international parce qu'il est important. Nous sommes dans une dynamique où nous recherchions un large consensus autour de nos propositions. Nous irons au niveau international pour pouvoir parler de ça. Il y a de grandes activités que nous allons organiser au niveau de Kinshasa. Ce que nous sommes déjà en train de préparer, c'est une marche blanche de tous les Congolaises et les Congolaises qui sont du même avis que nous, qu'il est nécessaire que nous puissions rappeler à tout le monde que le peuple est au centre et qu'il faut faire cette grande démonstration de force dans une marche blanche qui rappellerait aux uns et aux autres. Quels sont vos rapports avec les deux grands groupes, majorité, opposition? Parce que vous n'aimez vraiment pas les extrêmes. Quels sont les rapports que vous entretenez avec ces deux grands plateformes, Tony? Ben, madame, nous sommes déjà en train de nous construire nous-mêmes et après nous allons aller vers eux, nous allons discuter, et ainsi de suite. Parce que pour nous, un des préalables, c'est déjà d'organiser des contacts directs avec la majorité et l'opposition, c'est ce que nous allons faire, parce que nous avons des propositions, nous avons des idées et nous espérons que nous discuterons proposition contre proposition afin de faire avancer la République. Moi, je reviens parce que nous avons nos spécificités. Je reviens, le centre, la géopolitique, nous savons combien ça coûte, combien ça pèse en République démocratique du Congo. Comment ça se passe, la représentativité géopolitique au sein du centre? Tout le monde est là? Ça veut dire quoi, madame? Je vous en prie, vous comprenez bien ce que je dis. Est-ce que tout le monde est là? Il y a les Baluba, il y a les Bangala, il y a les Baswahili, il y a les Bakongo, il y a tout le monde se sent impliqué dans cette histoire où ce n'est pas une affaire, comme on dit, il y a une certaine opinion qui pense que tel parti est pour telle région, telle province, tel parti c'est pour les uns, et voilà. C'est la question, est-ce que le centre est la représentation de la RDC? Nous faisons cet effort-là. Je peux vous assurer que le centre a plus aujourd'hui d'une trentaine de partis politiques, près de 50 associations. Vous l'aviez vu dans les images du conclave. C'était une foule d'hommes et de femmes qui sont empressés de s'engager dans le centre. Donc nous pouvions au moins dire que nous sommes représentatifs. Pour nous, nous n'apprécions pas trop ces caricatures-là, ces caricatures qui nous ont toujours amenés dans des débats de caniveau ou non tel et ainsi de suite. Non, nous... C'est la réalité congolaise, ça vous rattrapera, je vous assure. Il faut exorciser, madame. Il faut exorciser l'état de notre débat politique, l'état de ces caricatures qui malheureusement ne nous font pas avancer dans le débat politique, mais ils nous font plus régresser qu'avancer. Nous n'avons pas besoin. Au niveau du centre, nous pouvons vous assurer que nous avons des Congolaises et des Congolaises qui viennent de toutes les provinces de la République, qui travaillent pour un même idéal. Nous ne posions pas la question de savoir tel et ainsi de suite. Mais pour nous, nous allons terminer, oui, par rapport à la paix. Est-ce que pour vous, au nom de la paix, Tony Eloo, au nom de la paix, doit-on tout accepter? Parce qu'en République démocratique du Congo, au nom de la paix, nous avons accepté le 1+4. Au nom de la paix, Tony Eloo, nous avons accepté le brassage et le mixage de l'armée. Au nom de la paix, nous avons accepté le M23. Au nom de la paix, nous avons dialogué avec le M23. Nous avons dialogué avec tout le monde au nom de la paix. Pour vous, la paix n'a pas de prix. On peut dialoguer même avec le diable, comme l'a dit Mobutu, au nom de la paix. Pour la paix, pour sauvegarder la paix. Madame, les 56 ans d'histoire de notre pays nous a très clairement démontré que les dialogues ont toujours été plus efficaces que les guerres. Trop de dialogues, tu les dialogues. Le président de la République... On a eu combien depuis l'accession de la RDC? Le président de la République a dit qu'en RDC, les dialogues étaient permanents. Je salue cela parce qu'au moins cela dénote de notre nature profonde, de notre identité comme peuple. Nous ne devons pas avoir honte de cela parce que les dialogues ont prouvé qu'ils étaient plus efficaces que les guerres. Et je vous assure, madame, si nous pouvons, par un dialogue, sauver la vie d'un seul Congolais, d'un seul enfant, d'un seul bébé, je vous assure, madame, que tous, comme un seul homme, comme nation, nous aurions pris la bonne option d'un dialogue qui nous aiderait à sauver ne fût-ce qu'un seul Congolais. Et nous ne devons pas avoir honte, et nous n'avons aucun complexe de le dire. Arriver avec ces caricatures au nom de la paix, oui, madame, sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement, madame. Sans la paix, il ne peut pas y avoir de sécurité pour vos enfants, pour nos enfants. Sans la paix, il ne peut pas y avoir de bonne économie. Sans la paix, il ne peut pas y avoir d'avenir, tout simplement. Donc, au nom de la paix, arrivons aujourd'hui à taire les égos et à comprendre quelles sont les limites de ces égos et des démarches partisanes. Parce que si chacun devait aller sur une frontale de la guerre des égos, je vous assure que le peuple congolais n'existerait pas. De 1960 à ce jour, nous avons au moins les résultats que nous sommes unis comme peuple grâce
à la responsabilité que certains acteurs, à des moments historiques, avaient su reprendre au rendez-vous du dialogue et de la paix. Nous allons terminer par le social, encore le social, pénurie d'eau au camp Luka, c'est dans une contrée de Kinshasa. Nous allons parler de la grogne des agents de l'ETP et nous allons terminer par le procès Imotex. L'eau potable est recherchée au camp Luka dans la commune d'Ongaliema. Les populations de ce coin de Kinshasa peinent pour se procurer ces liquides précieux. Cette maman, la soixantaine révolue, déplore cette situation. Au regard de cet état de choses, cette septuagénaire invite l'autorité compétente à s'impliquer dans la résolution de ce problème. Soki bakabeli nga mwa sengisa fona futa bana bakino tokila nga mai tala le na zoken ngana vandi na musamba tozo nyokwa marikolo ya mai tamusu une semaine mai ezate batali la bisoli kama mai na kura. L'eau c'est la vie, dit-on. Vivre dans un coin de la ville capitale sans eau potable, c'est considéré comme mort. Et pourtant, la vie est un don de Dieu. Ce sont ces slogans que scandaient ces agents du secrétariat général à l'enseignement technique et professionnel. Tous se sont donné rendez-vous ici devant le bâtiment administratif de la fonction publique pour un sit-in. Ils revendiquent l'autonomie du ministère de l'ETP. Lorsqu'il y a eu le gouvernement Matata Ponyo, il y avait un ministre de l'enseignement technique et professionnel. Et après, au niveau du gouvernement de Sami Badi Banga, vous avez eu le ministère qui s'est transformé en ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. Et le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat a du coup directement reçu dans ses attributions, permettez-moi la tautologie, la gestion et l'attribution de l'ETP, enseignement technique et professionnel. Maintenant, dans la mise en pratique, nous ne comprenons absolument pas. Nous avons reçu une lettre du ministre de la fonction publique qui nous dénie en nous la formation professionnelle, la gestion des établissements de l'enseignement technique et professionnel. C'est comme ça que nous sommes venus ici pour protester et rappeler qu'il y a déjà une ordonnance instituant l'enseignement technique et professionnel. Nous voyons qu'il y a des imbroglions entre l'EPSP et l'ETP. Nous avions hérité la formation comme notre ministère cher. Nous sommes du secrétariat général de l'ETP. Il faudrait quand même être autonome pour que tout marche bien. On a fait 2-3 ans déjà comme ça, on est en train de travailler, mais on ne trouve même pas de bonnes actions qui pouvaient quand même surgir. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui à la fonction publique, et tant que le ministère maire de la République puisse trancher ces problèmes. Nous avons constaté que non, le ministère de l'EPS est en train de chercher, n'est-ce pas, à rassembler toutes choses par rapport, et cela est contraire, n'est-ce pas, de la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a bien distribué, il a bien distribué avec des attributions précises, que l'ETP doit aller vers le ministère professionnel. Alors maintenant, nous sommes surpris que même dans les lieux où moi je suis de la sous-division d'Engaliema, mais là-bas nous n'arrivons même pas à fonctionner. Ces agents de l'enseignement technique et professionnel disent maintenir la pression sur les autorités jusqu'à obtenir gain de cause. Et quant à la majoration des dommages et intérêts, nous laissons à la perception de... C'est une décision honteuse qui ne mérite pas d'être inscrite dans la jurisprudence RD congolaise, d'après Maître Rigen Walukonka. Suite à la décision rendue par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, sous les RCE 4441 et 4442, M. Gabriel Chabani ainsi que la société API Congo avaient relevé appel contre cette décision devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le motif de l'appel était tout simplement parce que le premier juge avait minoré les dommages et intérêts. Il a constaté réellement qu'il y a eu faute, mais fort malheureusement, il a minoré les dommages et intérêts parce qu'il était en face de deux éléments pour toutes les deux parties, soit les deux demandeurs. Les éléments selon lesquels M. Gabriel Chabani et la société API Congo ont bel et bien payé les honoraires de leurs avocats conseils. Vous vous rendez compte, mon frère, pendant 5 ans de procès,
même s'il avait payé $1 à titre symbolique. Il ne devrait pas le faire parce qu'on avait traîné inutilement, on les avait traînés inutilement devant la justice. La Cour d'appel constate qu'il n'y a pas faute alors qu'elle a été saisie par les parties lésées pour motif de majoration des frais des dommages et intérêts que Imotex leur doit. Une décision nocive d'après cet avocat. Si la Cour réellement a dit qu'il n'y a pas faute, je pense que ça fait une décision nocive dans les annales de la jurisprudence au Congo. Je dis bien que je l'ai dit en tant qu'avocat, pas seulement en tant qu'avocat de Gabriel Chabani, Lissassi, et aussi dit Chabani Record et aussi la société Api Congo, mais je l'ai dit en tant que juriste moyen, que j'ai dit que ça fait une décision nocive, que je pense que je pourrais conseiller mes clients de ne pas laisser cette décision dans les annales judiciaires et d'aller en cassation. La seule option qui reste cependant envisageable, saisir la Cour arbitrale d'Abidjan pour trancher dans le contexte actuel de l'OADA. Heureusement, je dis bien que heureusement, que le président de la République avait déjà vu les choses de trop loin. Il a fait de son mieux pour que nous entrions dans les systèmes communautaires du droit OADA, devant laquelle la Cour arbitrale d'Abidjan sera obligée d'examiner le mérite de l'action si réellement il y a faute ou il n'y en a pas. Il y a lieu de peindre quelque chose de très très important. C'est laquelle, si vraiment un tel arrêt demeurait, le malheur est qu'on peut traîner n'importe qui en justice et nous allons toujours nous fonder sur cet arrêt. Dans l'histoire du droit de la RDC, jamais un tel arrêt n'a existé, qu'un individu porte plainte injustement contre un autre, perdre le procès et s'en tirer sans dédommager ce dernier. Visiblement, à en croire ce procès opposant Imotex d'Albert Yuma contre Gabriel Chabani et Api Congo, l'ombre de la corruption plane sévèrement sur la justice congolaise. Tony Hello, nous allons terminer encore par le volet social, parce que le social, vous y tenez, hein, au centre, vous avez vu comment les gens, en tout cas, sont en train de chercher de l'eau. Et pour ce dialogue, vous avez dit que tout, on doit débattre de tout, hein, pour trouver des pistes de solutions. J'aimerais bien savoir la position du centre par rapport au social. Où est-ce que vous mettez le social du Congolais dans votre plateforme? Je crois que je l'ai dit. Vous pouvez le redire, parce que vraiment... Dans le volet même, un des points stratégiques de la discussion que nous sommes en train d'appeler de nos voeux, c'est le social du Congolais. Et le social du Congolais part par la participation déjà dans ce dialogue que nous voulions inclusif des différents corps, parce que ces corps doivent être associés dans ces discussions pour nous permettre d'avoir des meilleures lumières sur des solutions qui seraient efficaces sur les problèmes à la fois des paiements des salaires, sur les questions de la sécurité, sur la question des barèmes des fonctionnaires, l'avancement en grade. C'est tellement de questions qui doivent normalement être mis autour de cette table pour que nous puissions trouver des solutions. Nous sommes dans une démarche politique où nous constatons que trop longtemps, dans les schémas et dans les dialogues politiques, il s'agit plus des questions électorales et des questions de répartition des postes. C'est par les élections, Tony, et qu'on doit sanctionner ceux qui ont échoué aujourd'hui. Comment le peuple congolais peut-il se sentir participant dans la gestion de son pays s'il ne sanctionne pas ni positivement ni négativement? Parce nous ne disons pas qu'il ne serait pas nécessaire de le faire. Nous allons dans une approche beaucoup plus élaborée, parce que nous constatons que nous sommes dans une phase où les élections risqueraient de ne pas avoir lieu dans les délais que tous nous sommes en train d'attendre, mais nous disons que pendant le temps que nous sommes en train d'attendre, nous n'allons pas faire mourir de faim le peuple. Il faut trouver des solutions immédiates, et ces solutions passent par une discussion qui permettrait que nous puissions trouver ces solutions ensemble et pouvoir les mettre en œuvre. Je ne vais pas terminer cette émission sans vous poser cette question. Transition sans Kabila, quelle est la position du centre, en fait? Parce que ce dialogue-là, vous allez mettre tout le monde autour d'une table, mais beaucoup disent, on veut bien de ce dialogue, on veut bien de cette transition, mais sans Kabila. Quelle est la position du centre? C'est qu'il faut éviter le populisme. Le populisme, c'est quoi? C'est simplement, vous savez que ce que vous êtes en train de dire est invraisemblable.
Mais vous le dites simplement pour pouvoir, quand même ainsi, une frange pouvoir capter l'attention des compatriotes. C'est ça le populisme. C'est dire des choses auxquelles nous-mêmes nous n'y croyons pas. C'est dire des choses simplement pour faire plaisir aux uns et aux autres et pouvoir susciter des passions, susciter des colères, susciter ainsi sur cette vague et se faire ainsi la renommée d'un grand homme politique. Nous sommes en face d'une majorité qui se dit détentrice de la légalité. Et de l'autre côté, vous avez une opposition qui, elle, se dit détentrice de la popularité. Donc, chacun veut faire le jeu des extrêmes pour nous placer dans une situation de chaos. Et nous disons non à cela. Il faut éviter les propos. Avec Ousmane Kabila. Il faut éviter les propos. Il faudrait éviter les propos incendiaires. Et qu'est-ce que vous la proposez, question vous de la transition sans Kabila est une... Excusez-moi, c'est une aberration. J'ai failli dire absurdité, mais je n'irai pas jusque-là. Je dis c'est une aberration. Aberration, pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Restons dans le cadre de la Constitution. Le président Kabila, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est le président de la République. Et le sort du président de la République est régi dans notre Constitution. Et il ne faudrait pas aujourd'hui vouloir faire le jeu des extrêmes en le poussant dehors. Non, nous ne sommes pas au fait pour ce jeu-là d'expulsion ou d'ostracisme, parce que c'est quoi l'ostracisme? C'est simplement de vouloir bannir les uns et les autres. Voilà pourquoi nous disons il ne faudrait pas faire le jeu des extrémistes, il ne faudrait pas bannir qui que ce soit sur le jeu politique, parce que la solution doit être inclusive. Il faut que nous puissions considérer qu'il ne peut pas y avoir de stabilité politique en excluant le président de la République, en excluant le Parlement. Mais nous disons, il y a aujourd'hui des équilibres. Ils sont en dehors du temps prescrit par cette propre constitution, Tony Elowo. Non, madame, non. Il ne faudrait pas aujourd'hui faire des affirmations qui sont anticonstitutionnelles. Qui dit ça? La Constitution ou la rue? Il faut faire une démarcation. La Constitution est très claire. Le président de la République reste en fonction. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas parce que le président de la République, j'ai un amour particulier pour lui. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il est le président de la République. Et sa fonction est régie dans la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes en train d'appeler aux autres acteurs de la majorité et de l'opposition, et surtout de l'opposition, qu'il ne faut pas faire le jeu des extrémistes. Je suis content d'entendre aujourd'hui que le rassemblement via l'UDPS est en train d'accepter le principe d'une transition. C'est très bon. Aujourd'hui, eux disent qu'il faudrait un gouvernement qui soit dirigé par eux. Ils disent également qu'il faudrait avoir un gouvernement de 25 personnes, mais la seule condition, c'est qu'il n'y ait pas le président Kabila. Et puis de l'autre côté, vous avez la majorité qui dit « Nous, on veut rester sur les principes de l'accord. L'accord est déjà appliqué, nous restons sur le statu quo. » Dans tout ça, vous comprenez qu'il est important qu'il y ait un centre. Voilà pourquoi le centre est là pour faire une synthèse de cela. Et qu'est-ce que nous disons? Il faudrait que le président de la République reste en fonction, il faudrait que le Parlement reste en fonction, parce que simplement, ils ont été élus selon un mandat qui malheureusement est encore en train de courir par rapport à la situation politique actuelle. Mais ce qu'il faudrait faire par rapport au gouvernement, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un nouveau gouvernement qui serait dirigé par une personnalité qui serait de la famille, une famille politique autre que celle du chef de l'État. Et nous disons qu'il faudrait aujourd'hui inclure sur les problématiques de la représentativité provinciale. Et il faudrait revenir sur les questions du CENSA et sur les autres organes. Et ces questions-là devraient être débattues dans le cadre d'une table ronde inclusive, nationale, qui permettrait à ce que les uns et les autres, nous puissions débattre de ces questions-là. Et débattre aussi du social. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, ce sont les derniers mots de Tony Elowo. Merci à Tony Elowo d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Il est secrétaire général adjoint du Parti Liberté et porte-parole et au cadre du centre. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Guy Lukoki, Jack Piana et Rassis Loubazulu. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Nous serons là toujours fidèles au poste dimanche prochain pour une autre rétrospective, et prenez rendez-vous avec le programme de Congo Web Télévision et avec moi le dimanche prochain et le mercredi pour Web Presse. À dimanche, Inch'Allah.